Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une session un peu particulière qui est consacrée donc à une réunion sur ce qu'on a appelé la refondation des départements, une réunion de travail pour parler décentralisation et pour parler aussi d'efficacité de l'action publique. Débattre ce matin du rôle des départements dans la République française à un moment de profondes interrogations, de doutes et de mutations auxquelles sont confrontés nos compatriotes. Et donc la question qui se pose à nous tous, et l'attente qui a été exprimée, c'est d'agir mieux au service de nos compatriotes. Les réconcilier aussi avec une idée simple, c'est que quand on vote, ça fait bouger des choses, tout simplement. La question, c'est aussi comment le département, avec les maires, avec les régions, avec les métropoles, doit se positionner pour agir au plus près. Et cette réflexion, vous le savez, s'inscrit dans le cadre de la préparation des assises de l'ADF, cette année de l'Assemblée des départements de France. Ce ne sera pas un congrès, comme on le connaît traditionnellement, mais des assises, et les mots ont un sens. Elles se tiendront dans l'Ain, dans le département de l'Ain, à Bourg-en-Bresse, du 1er au 3 décembre 2021. Ces assises seront ouvertes à l'ensemble des conseillers départementaux des 102 départements de France pour réaffirmer ensemble que les départements sont une chance pour la France. L'objectif, ce n'est pas simplement de pointer du doigt ce qui ne va pas. C'est aussi de proposer, c'est surtout de proposer aux candidats à la présidence de la République un chemin nouveau pour agir plus efficacement dans un contexte budgétaire qui sera, à l'évidence, difficile. L'objectif est d'aboutir à 102 propositions des départements de France pour une République réellement décentralisée. La première chose à faire, je le pense, et je livre quelques pistes de réflexion, c'est de tirer toutes les leçons des crises que nous avons traversées. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il a fallu la crise des Gilets jaunes pour qu'on redécouvre l'importance des maires. Il a fallu la pandémie pour qu'on redécouvre la pertinence de l'échelon départemental. Et je pense qu'on aurait pu éviter bien des difficultés si, face à cette pandémie, le dialogue avait été conduit de manière plus partenariale. Je suis convaincu que les choses se seraient mieux passées si l'État avait considéré que mettre autour de la table tous ceux qui sont en mesure de mettre en œuvre les politiques publiques était bien plus utile que de simplement informer des mesures quand elles sont prises. Informer, ce n'est pas concerter. Il faut que l'État cesse de considérer les collectivités comme des services extérieurs. Nous sommes des collectivités territoriales qui assumons des compétences dévolues par la loi. Cette crise, en tout cas, a montré à tous ceux qui en doutaient que nous sommes un bon échelon pour agir en proximité, avec réactivité et efficacité. Nous avons mis en place un plan d'urgence extrêmement rapidement, dont chacun a pu vérifier l'utilité, soit en direction des personnes, soit en direction des associations du champ social, des établissements, en direction aussi des familles, des artisans et des commerçants. Nous avons été département en première ligne pour distribuer les masques, pour distribuer des blouses, pour distribuer ce qui devait l'être, mais nous aurions pu faire mieux si la relation avec l'État avait été moins verticale. Et le premier axe de réflexion, la première proposition que je soumets à votre réflexion, c'est que l'État doit reconnaître au département la pleine responsabilité des politiques publiques que la loi leur a confiées. Cette réaffirmation des chefs de fila clairs en matière de solidarité sociale et territoriale n'exclut pas le contrôle de l'État. Elle n'exclut pas l'impulsion même de l'État, mais ça vise à considérer pleinement les collectivités comme premiers acteurs de leurs propres compétences. Et d'ailleurs, ça paraît assez surprenant qu'on se fixe comme premier objectif de réaffirmer ce simple propos que les collectivités doivent être en mesure d'assumer les compétences qui leur sont confiées. Mais on vit aujourd'hui, depuis de longs mois, la multiplication des injonctions, des cadres de contractualisation qui fixent trop strictement nos interventions, et ce sont des freins à l'action publique. Tout devient compliqué à mettre en œuvre. C'est vécu comme tel par nos services, c'est vécu comme tel par les élus, c'est vécu comme tel par nos administrés. Et donc, avec un peu de souplesse et de liberté, ma conviction, c'est qu'on pourrait faire tellement mieux. Mais aujourd'hui, on veut tout passer à la même toise nationale, et c'est une erreur. La reconnaissance de la diversité des territoires,
Ce n'est pas un affaiblissement des politiques publiques, c'est une garantie d'efficience. Là encore, le rappeler, la Côte d'Or, ce n'est pas la Seine-Saint-Denis ni la Creuse. Et le deuxième point, constatons-le ensemble, c'est qu'il y a une vraie attente de proximité. Il faut réaffirmer le couple département-commune comme étant au cœur du pacte républicain et un moteur des politiques publiques. Chaque commune compte, chaque habitant doit être pris en compte. Et cela aussi, il faut le réaffirmer face aux interrogations d'un certain nombre de nos compatriotes. Troisième point, il faudra avoir le courage de retoiletter les lois Notré et MAPTAM, en reconnaissant bien sûr le chef de file des régions, des métropoles, dans leurs compétences propres. Mais est-ce qu'on peut continuer avec une carte scolaire dont nous avons la responsabilité en ne maîtrisant pas les transports scolaires? Est-ce qu'on pourra continuer longtemps à être responsable de la gestion matérielle de nos collèges et avoir des gestionnaires sur lesquels nous n'avons aucune autorité hiérarchique? Est-ce qu'on pourra continuer longtemps avec des agences régionales de santé qui déterminent des politiques sanitaires en ignorant trop souvent les politiques médico-sociales? J'ai proposé aux régions de France et aux maires de France de travailler avec eux sur ces sujets, mais nous-mêmes, départements de France, nous devons déjà identifier des pistes d'amélioration et de plus grande efficience pour préparer ce nouvel élan de décentralisation que nous voulons. Regardez en plus la complexité qui se prépare. La loi 3DS qui est, vous savez, qui était prévue comme étant une loi de décentralisation, elle va arriver bientôt au Parlement. Elle prévoit de confier des routes nationales aux régions, alors que nous avons toutes les compétences et les expertises, nous qui gérons les 350 000 ou pratiquement kilomètres de routes départementales, quand l'État va transférer 9 000 de ces 11 000 kilomètres. Est-ce qu'il y a une cohérence de confier aux régions de transférer? Alors on m'oppose parfois le phénomène de frontières, le phénomène d'axes. On peut très bien travailler en interdépartemental sur les axes. D'ailleurs, une route nationale, par nature, elle franchit aussi les frontières régionales, si tant est qu'on peut parler de frontières. Bon, en tout cas, moi je souhaiterais vraiment qu'on réaffirme, et d'ailleurs, s'il y a une seule chose que je vais vous proposer, à l'issue de ce débat, avec Hubert Poulot notamment, c'est un vœu pour réaffirmer que nous avons la compétence route départementale, et que dès lors, nous sommes en mesure d'assumer aussi la compétence du transfert des routes nationales sur notre périmètre. Je le précise bien, Madame Conders, il ne s'agit pas de remettre en cause les transferts qui ont fait l'objet de beaucoup de discussions et qui sont aujourd'hui actés. Donc c'est simple. Ce qui doit être transféré comme route nationale, si la métropole les souhaite, elle les prend sur son périmètre. Et puis pour le reste, le département est en mesure de le faire avec beaucoup de compétences, et je tiens à saluer tous nos agents. Moi, je pense qu'il faut vraiment une loi de décentralisation dans la poursuite des lois Defferre et Raffarin, une vraie loi de décentralisation, de retoilettage, et cette réaffirmation des socles de compétences est, à mes yeux, essentielle. Mais elle est indissociable d'un autre sujet. Moi, je souhaite aussi qu'on réfléchisse sur notre autonomie fiscale de nos collectivités. Vous savez, en ce moment, j'entends une petite musique, y compris à l'Assemblée nationale, dans la majorité, petite musique disant « les départements ne se portent pas si mal, il y a des droits de mutation ». Effectivement, nous avons enregistré une forte montée des droits de mutation, et c'est une bonne nouvelle pour nos départements, surtout que nous avons eu à faire face à des situations de crise. Encore que la situation est très diverse selon les départements, mais enfin en Côte d'Or, nous avons eu une bonne dynamique des droits de mutation. Mais j'attire votre attention sur le caractère extrêmement fragile de faire reposer la tonicité de nos ressources exclusivement sur les droits de mutation. Je me souviens, vous savez, et vous en souvenez vous aussi, qui était élu en 2008, Patrick Chappuis, Martine Apt, notamment la Commission des finances, nous avons eu un choc, une crise violente en 2008. Nos droits de mutation sont passés de 90 millions à 35 millions d'euros. 35 millions. Vous voyez le choc que ça a pu représenter. Et donc, on est dans une situation explosive. Moi, je vous l'ai dit, si on reconnaissait une crise, elle n'est pas impossible, de même nature que celle de 2008, tous nos départements seraient en cessation de paiement. Donc, je souhaite qu'on ait une réflexion d'engager pour que nous ayons une autonomie fiscale et des amortisseurs. Je le répète, nous n'avons plus d'amortisseurs. Le foncier bâti, nous ne l'avons plus. Et nous avons pour unique ressource les dotations de l'État
un morceau de CVAE dont je ne sais pas ce qu'il va advenir prochainement, et les droits de mutation dont la variabilité est telle que ça risque de nous mettre en grande difficulté. En tout cas, nous avons aussi, et je voudrais terminer là-dessus, de grands défis qui sont devant nous. D'abord des évolutions sociologiques considérables. Vous avez vu que la pandémie a provoqué de profonds changements, réflexion sur même le sens de la vie pour un certain nombre de nos compatriotes, des jeunes aussi qui se sont trouvés en grande fragilité et qui sont parfois déscolarisés. Nous avons le choc du vieillissement de la population qui est devant nous, l'habitat et l'énergie. On veut changer les modes d'énergie, mais vous voyez, dans un contexte où l'énergie flambe, je me demande comment vont faire nos compatriotes pour changer de mode de chauffage au moment précis où l'énergie, ils peuvent déjà à peine se payer le prix du gazole, enfin l'approvisionnement en gazole. Donc on a le nouveau mode de vie aussi auquel aspirent nos compatriotes. Tout ça, ce sont des défis qui sont devant nous. Vous avez vu ce matin aussi la confirmation que ça coûte plus cher de vivre à la campagne qu'en ville. Et c'est là, à la campagne, où les revenus sont parfois les moins élevés. Donc ce sont des sujets de tension aussi pour lesquels il faudra être extrêmement attentif. Dans tous ces domaines, pour résumer, et ensuite je vous écouterai dans ce lancement de débat, je crois qu'il faut redonner de la liberté d'agir aux collectivités. Et cette liberté d'agir, je m'en suis entretenu avec le président de votre groupe, M. Avena, comme avec les coprésidents du groupe de la majorité, François-Xavier Dugour, Emmanuel Coin et Catherine Louis, je m'en suis entretenu avec eux. Il ne s'agit pas de dire ensemble ce que nous voulons simplement faire. Nous avons des divergences. M. Avena, si vous étiez à ma place, que je ne souhaite pas forcément, bien sûr, vous l'avez compris, vous ne feriez peut-être pas la même politique. Mais ce qui doit faire qu'on peut se retrouver, c'est sur la capacité à agir. La capacité à agir dans le domaine social, la capacité à agir dans le domaine médico-social, la capacité à agir dans le domaine du vieillissement, la capacité à agir en matière de solidarité territoriale. Et c'est ça ce sur quoi il faut que nous travaillions. Moi, je ne suis pas d'accord avec la loi climat, avec la densification urbaine. Je pense que ça nous met droit dans le mur. Ce n'est pas tout à fait votre point de vue, je le respecte, mais en même temps, quel rôle doit jouer le département en matière d'habitat, et notamment d'habitat inclusif? Ça vaut le coup qu'on en parle ensemble, même si nous avons une divergence sur l'appréciation. Donc, moi, je vous invite, face à la désespérance, à cette réflexion. Ce n'est pas inutile d'avoir des temps posés dans l'action publique. Vous avez eu un programme, nous avons eu un programme. Maintenant, qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qui nous divise? Recherchons ce qui nous rassemble, constatons ce qui nous divise, mais en même temps, essayons d'être ensemble beaucoup plus efficaces parce qu'on traverse une crise de l'efficience et de l'efficacité publique, ou en tout cas le sentiment qu'ont nos compatriotes. Donc j'invite chacun d'entre vous à me faire passer sa contribution, à faire remonter ses propositions dans les semaines qui viennent. Chaque groupe politique, chaque parti politique, chaque conseiller départemental et conseillère a sa vision de l'avenir des départements. Mais moi-même, j'ai mis une contribution sur la table. Nous sommes convenus d'ailleurs de ne pas en faire un rapport. Je le porte à connaissance de chacun des conseillers départementaux. Je l'ai transmis à la presse. Après, c'est un document qui est appelé à être travaillé. Si vous souhaitez vous en saisir dans les commissions, vous en travaillerez en commission. Si vous souhaitez apporter des contributions, et nous ferons ce travail de synthèse, en tout cas, ce que je souhaiterais, c'est que d'ici le 15 novembre, au maximum, nous ayons apporté l'ensemble des contributions pour les transmettre à l'Assemblée des départements de France, afin que les services là-bas puissent en faire les 102 propositions de l'ADF, et donc auxquelles on pourra adjoindre des positions des groupes politiques. Pour introduire cette session, et avant d'ouvrir le débat, si vous en aviez d'accord, je vais tout de suite demander à Pierre-Adrien Bartoli, qui est le directeur des études politiques à Harris Interactive, de nous éclairer sur l'état de l'opinion, sur la perception de l'action des départements, les attentes de nos compatriotes. Sans plus attendre, je vais lui donner la parole, et puis ensuite, on engagera un débat sur la méthode, sur le travail, etc. Mais comme ça va nous permettre d'éclairer, et en plus, comme ça, vous pourrez dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous remercie.
Et donc, je vous remercie de votre présence, cher monsieur, et je vous donne la parole bien volontiers.